Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire de Perpignan, un des principaux soutiens de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle. On va parler de l'Ukraine. Vous avez d'ailleurs accueilli il y a 15 jours des réfugiés ukrainiens. Vous nous direz dans quelles conditions ils sont aujourd'hui hébergés. Mais d'abord un mot de la Corse. Ivan Colonna, assassin du préfet Erignac, est décédé à l'hôpital après son agression par un djihadiste dans la prison d'Arles. Sa famille a demandé qu'on respecte son deuil. Les indépendantistes risquent d'ériger la figure d'Ivan Colonna en martyr, à juste titre? Non. Je veux dire, il y a d'abord l'assassinat d'un préfet, ce qui n'est pas rien, et on doit tous se souvenir du soulèvement de la masse populaire des Corses à ce moment-là, lorsque le préfet a été assassiné. Mais il faut évidemment regarder le cas précis de Colonna en prison et ce qui lui est arrivé, respecter le deuil de la famille, ça va de soi, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut se poser des bonnes questions de savoir pourquoi dans les prisons françaises, il peut y avoir ce genre, alors de dysfonctionnement peut-être, j'en sais rien, mais ça mériterait quand même une enquête très sérieuse parce que ça paraît totalement fou. Et quand j'ai écouté, moi, le directeur de l'administration centrale pénitentiaire, je dois dire qu'il ne m'a pas convaincu. Les explications qu'il a données sur le fonctionnement et sur la manière dont on surveille un certain nombre de cas, et notamment cet islamiste-là, qui était quand même un élément très dangereux, eh bien, je me dis qu'il y a là aussi, très certainement, beaucoup de choses à revoir. Et le ministère de la Justice devrait se pencher sur cette question. Parce que les prisons, d'ailleurs, françaises ont été condamnées, vous savez, à l'échelle de l'Europe pour leur inhumanité, en quelque sorte. Une prison, c'est un lieu de privation de liberté. Ce n'est pas un lieu d'inhumanité. Et malheureusement, la surpopulation carcérale et l'état d'un certain nombre de prisons fait qu'aujourd'hui, dans ce secteur comme d'autres, nous sommes aussi en faillite et on assiste à ce genre de drame, il faut quand même le dire. Le porte-parole du gouvernement affirme ce matin « toute la lumière sera faite ». Ça vous rassure? Non. Vous savez, ces porte-paroles, ils parlent, ils font de la communication, mais il n'y a jamais rien qui arrive. Sur les islamistes, ça fait maintenant longtemps que ça dure. Précisément, sur ce dossier-là, vous pensez que l'enquête ne sera pas suffisamment précise? Il faut qu'elle soit précise et transparente. Voilà. Faut et savoir... vous avez des craintes là-dessus? Ah oui, moi je veux savoir pourquoi ce monsieur était en... Vous pensez que le gouvernement veut étouffer le dossier et les dysfonctionnements? Le gouvernement, lui, il a intérêt à 15 jours de la présidentielle, qu'il n'y ait pas de scandale sur le sujet. Ouais, ça, c'est sûr. Mais il n'en demeure pas moins que nous demandons la transparence sur ce qui s'est réellement passé dans cette prison et surtout que l'on regarde ce qui se passe dans les autres prisons en France. Moi, je sais, par exemple, qu'à la prison de Perpignan, il y a un certain nombre de problèmes qui sont dénoncés par les gardiens de prison et leurs syndicats. Qu'a répondu M. Dupond-Moretti à ces revendications du personnel pénitentiaire? Pas grand-chose. Il faudrait peut-être qu'il s'en occupe plutôt que de faire de la communication avec Mme Bachelot. Vous avez vu que leur dernière mesure, qui avait l'air très urgente, c'est de faire un volet culture dans les prisons, qui est sûrement très important, mais enfin moins important que tout ce qu'il peut y avoir dans les prisons aujourd'hui. Vous plaidez aussi qu'il s'agit aussi d'humanité, mais avançons sur la Corse, encore un mot. Est-ce qu'il faut discuter de l'autonomie, comme Gérald Darmanin s'est engagé de le faire, au nom du gouvernement? Écoutez, je trouve ça d'abord précipité. La Corse, c'est la France. Ils ont déjà un statut particulier. Enfin, je veux dire, c'est M. Simeoni qui gouverne la Corse aujourd'hui, certes avec un certain nombre de contrôles, on va dire, de l'État, mais c'est tout à fait normal. Aller plus loin, pourquoi faire? C'est-à-dire quoi? Plus d'autonomie, mais avec l'argent de la France toujours, et laisser faire là-bas un certain nombre de groupes qui feront on ne sait quoi. Non, moi je pense qu'il faut garder évidemment attacher la Corse à la France, même si aujourd'hui leur statut leur permet de développer donc pas plus loin que les prérogatives qui sont déjà accordées, leur particularisme sur la langue, sur l'économie locale. Jusqu'où ils l'ont déjà. Non, mais justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ne voulaient pas aller plus loin sur la question de la langue, par exemple. Mais justement, ça prouve qu'on est déjà allé loin. Donc personne ne comprend aujourd'hui jusqu'où ils veulent aller. S'ils ne veulent pas l'indépendance, mais plus d'autonomie, je ne vois pas très bien où ils veulent aller, alors qu'ils ont déjà un statut particulier qui leur permet de gérer les affaires de la Corse. Pour être clair, Louis Alliot, ma question c'est est-ce qu'il faut en discuter? Puisque vous dites vous-même, on ne sait pas jusqu'où il faut
Ils veulent discuter, on peut toujours. Est-ce qu'on peut discuter et voir si un compromis est possible vers leurs revendications, tout en préservant, évidemment, la Corse dans la France, comme vous le souhaitez? Non, attention, on peut améliorer les choses, toujours. C'est pas la Corse dans la France. Ça me fait penser à la Calédonie dans la France. Les territoires d'outre-mer, lointains, Tahiti, la Calédonie, on comprend bien qu'ils ont un statut éloigné de la carte administrative, on va dire, des départements. La Corse, c'est la France. Voilà. C'est pas l'outre-mer, c'est un département français, c'est une collectivité proche de la France, et je pense que l'histoire de la Corse est suffisamment associée à celle de la France pour ne pas l'éloigner, je vais dire, au gré des événements qu'il peut y avoir sur l'île. Et si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle arrête tout de suite le processus engagé par le ministre de l'Intérieur? Non, vous savez, on s'engage, nous, vers le dialogue et on ira voir M. Simeoni et on discutera évidemment avec M. Simeoni. Alors, Vladimir Zelensky s'adresse au Parlement français demain. Pourquoi le premier réflexe de Marine Le Pen a-t-il été de refuser d'aller écouter le président ukrainien sur les bancs de l'Assemblée demain? Parce que vous savez qu'on a quand même un agenda chargé, elle aussi en tant que candidate, et que c'est pas facile de modifier comme ça, de la veille pour le lendemain, son agenda. Alors on a fait en sorte aujourd'hui que son agenda s'allège et elle pourra aller écouter M. Zelensky. Les questions d'agenda, c'est toujours des questions de choix, vous le savez bien, vous êtes un responsable, vous faites des choix. Pourquoi est-ce qu'elle avait choisi de ne pas y aller initialement? Elle avait un choix, elle avait tranché en défaveur de l'écoute. On a, vous savez, un plan de campagne, c'est important. Il y a des salles louées, il y a des bus loués, il y a des militants, etc. C'est important d'abord, avant de faire marche arrière. Non, mais vous savez, on s'est exprimé sur le conflit ukrainien. Le fait d'écouter M. Zelensky, ça apportera sûrement un aspect médiatique important et on va voir ce qu'il dit. Mais enfin, on l'a écouté à l'Europe, hein, je vous signale, on l'a écouté... devant le Parlement européen. Voilà. Et maintenant, on va l'écouter devant le Parlement français. Le fond du problème reste. C'est un peu médiatique comme moment. Oui. D'accord, mais aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, c'est les millions d'Ukrainiens, femmes, enfants et personnes âgées qui sont en train de prendre les routes par tout moyen pour fuir les bombardements. Ça, c'est important. Le reste, entre ça et les photos de M. Macron en training des commandos dans son bureau mal rasé, c'est quand même un aspect de la communication qui aide pas beaucoup, à mon avis, à la résolution du conflit. Elle a dit aussi hier ne pas avoir d'admiration pour Vladimir Zelensky. J'y reviens parce que c'est symbolique, c'est important. Il fait ce qu'un chef doit faire. Est-ce que c'est une façon de marquer sa différence, de le renvoyer comme ça au rang d'un responsable qui, après tout, fait ses devoirs, pas plus? Écoutez, elle n'a pas d'admiration pour lui. Chef de l'État. Moi, je peux vous dire, pour avoir discuté avec des Ukrainiens, puisqu'on en a reçu à Perpignan, que c'est beaucoup plus poignant de discuter avec ces gens qui fuient la guerre là-bas que de regarder une figure qui est le chef d'État, courageux, je reconnais, courageux, dont on peut avoir un changement d'opinion par rapport à lui, de ce qu'il était avant, de ce qu'il est aujourd'hui en train de devenir, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus idolâtrer les gens. Voilà. Il est dans une situation très délicate, très difficile, mais je le répète, aujourd'hui, ce sont des enfants, des femmes qui sont sous les bombes, et c'est vers eux que toute notre solidarité doit s'orienter. Alors vous dites le peuple est courageux, il incarne ce peuple courageux. Certains dans cette situation auraient pris aussi le chemin de l'exil, ça s'est déjà vu d'ailleurs sous la menace russe dans d'autres occasions. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un grand chef aujourd'hui? Ça prouve que c'est un patriote qui est attaché à son pays, à sa nation, à son peuple, et de ce côté-là, il est plutôt surprenant par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quand même, malgré la tragédie de cette guerre, que l'ensemble du monde politico-médiatique aujourd'hui vante finalement la défense de la nation, ce patriotisme, ce nationalisme en quelque sorte, quand il est attaqué par la Russie, mais le dénigrer par ailleurs dès qu'il peut être en France ou ailleurs. On veut bien sortir un drapeau ukrainien et on a raison de le faire. Et dès qu'on sort un drapeau français, on est montré du doigt. Il faut arrêter avec tout ça. Je pense que le patriotisme est quelque chose d'important. Et quand on voit, quand les pays sont attaqués et qu'ils sont, comme ils le sont, agressés par un autre pays, il est bon de voir aussi un peuple se soulever et résister face à une oppression. Là, on affronte une situation qu'on n'avait pas connue en Europe depuis. C'est sûr. Donc c'est difficile de faire la comparaison aussi avec ce qui s'est passé ces dernières années. Mais juste, pourquoi vous avez cette difficulté quand même par rapport à Volodymyr Zelensky? Mais on n'est pas obligé d'épouser systématiquement. On sent que, bon... Non, on n'est pas obligé d'épouser ce que nous demandent les médias d'épouser. Voilà, M. Zelensky est un chef d'État. On peut aimer, ne pas aimer. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il se comporte
très bien face à cette agression, mais je regarde aussi l'état du pays, l'état de l'Ukraine et les conséquences de ce conflit pour notre propre économie et pour notre propre devenir. Parce que nous sommes astreints en tant que responsables politiques de regarder quelles conséquences ça va avoir sur notre propre économie. On n'en parle pas beaucoup, mais les effets à venir sont peut-être très importants et seront peut-être très difficiles à supporter pour nous-mêmes. Et donc, quelle conclusion vous en tirez? Qu'il faut tout faire pour un cessez-le-feu rapide, pour inciter évidemment Vladimir Poutine au cessez-le-feu et aux discussions. Il faut tout faire pour oui, d'accord, mais moi je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Ça veut dire quoi Je ne suis pas au gouvernement, mais je pense que dans ces négociations, malheureusement, M. Macron, même s'il discute avec M. Poutine et qu'à chaque fois qu'il discute, il en fait la publicité, je pense qu'il faut beaucoup attendre aujourd'hui d'un pays comme Israël, de la Turquie. Plus que de la France? Ah oui, ou de la Chine. Je pense que la France... Plus que de la France? Plus que de la France aujourd'hui, oui, je crois. C'est patriote, ça. Plus que de la France... Excusez-moi, non, mais... Oui, malheureusement, d'accord, malheureusement. Parce que je rappelle que la France, vous dites c'est patriote. Si demain nous avions une guerre un peu comme celle de l'Ukraine, nous aurions 4 jours de réserve de munitions. Alors le patriotisme commencerait d'ailleurs par augmenter les budgets de la défense et avoir une véritable défense nationale. C'est une des leçons de cette guerre. Que nous n'avons plus. C'est une des leçons de cette guerre. Il faut renforcer l'arsenal militaire et le budget militaire de la France. Oui, au moins. Oui. Voilà. Et si on veut une défense européenne, promouvoir une véritable indépendance de l'industrie de la défense en France, mais à l'échelle de l'Europe, ce qui évitera par exemple les Allemands à se fournir massivement en gaz russe et en avions américains. Ce n'est pas un gros exemple d'intérêt européen, tout ça. Ce que vous parliez de la souffrance du peuple ukrainien, ce que Poutine inflige de souffrance à ce peuple, vous le qualifiez comment? Monstrueux? Je pense que c'est barbare. Hein. Je pense que c'est barbare. Au XXIe siècle, je pense qu'il y a d'autres moyens de régler les problèmes que d'envoyer une armée pour martyriser d'abord des civils. Parce qu'il y a une guerre militaire et les soldats, on va dire, c'est fait pour faire la guerre. Mais là, ce que nous voyons, c'est quand même des bombardements qui touchent aussi beaucoup de civils. Et ce que nous voyons évidemment venir et fuir la guerre, ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ça rappelle d'autres exodes, d'autres exils. Et je pense qu'effectivement, la France a son rôle à jouer dans cette situation. Et Marine Le Pen, on peut le comprendre, ne veut pas, elle prétend accéder à l'Élysée, parler de dictateur, Poutine. Elle dit on n'insulte pas des personnes avec qui on pourrait avoir ensuite des discussions. Vous, excusez-moi de vous dire, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation. Vous êtes maire de Perpignan, vous êtes un soutien. Vous pourriez le dire si vous le pensiez qu'il était un dictateur. Est-ce que c'est un dictateur? Je pense qu'il est un autocrate et que s'il est un dictateur, ce qu'honnêtement il a l'air d'être aujourd'hui, il faut traiter le président chinois aussi de dictateur. Oui, mais ça n'empêche pas. On oublie les autres dictateurs. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on voit bien qu'il y a une différence majeure, qu'on reçoit sur des tapis rouges le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine, etc. Et que là, pour le coup, on traite M. Poutine de dictateur. Il n'y a pas de souci. M. Poutine aujourd'hui... Il n'y a pas de souci pour le traiter de dictateur. Oui, ou un autocrate. Mais j'ai vu sur votre plateau Mme Carrère d'Ancos, qu'on ne peut pas suspecter d'être une amie intime, évidemment, académicienne, qui a dit un dictateur, c'est pas peut-être la dimension que je lui donnerais, elle l'a traité d'autocrate. On prend le terme qu'on veut. Et on regarde surtout une agression de la Russie par rapport à un autre pays qui est indépendant et dont le peuple souffre. Et ça suffit, je pense, à qualifier le chef de ce régime-là. Marine Le Pen est qualifiée à tous les coups pour le second tour. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher à ce stade? Écoutez, moins de 3 semaines. Il ne faut pas regarder, il faut continuer à avoir la tête dans le guidon et à pédaler jusqu'au dernier moment. Il faut rattraper le retard sur M. Macron. Parce que M. Macron est en baisse aujourd'hui, significative. On va regarder d'ailleurs notre dernier rolling. Il a perdu un point en hausse. Hier. Il y a un autre sondage où nous sommes encore plus en hausse. Je pense qu'on peut le rejoindre. Voilà. D'ici le premier tour, on peut rejoindre M. Macron. Et ce deuxième tour sera très ouvert. Voilà. Parce que... Vous pourriez même virer en tête? Je ne sais pas si on peut virer en tête, mais il peut baisser significativement dans les 15 derniers jours. On le voit bien. Il a profité de sa déclaration de campagne et un peu malheureusement de son statut de chef d'État pendant la guerre. Mais on voit bien aujourd'hui que les mesures, notamment antisociales, telles que la retraite à 64 ans, qui est majoritairement contestée par la majorité du peuple français, c'est 65 d'ailleurs. Ça peut le faire baisser.
significativement. Et comme il a une campagne, il faut bien le dire, très bizarre, où il ne fait pas campagne, eh bien, je pense que le peuple français va le rappeler Il fait une mauvaise campagne ou il ne fait pas campagne? Il ne fait pas campagne, en fait. Il croit qu'il est arrivé. Or, c'est un peu comme dans le sport. Ça, jusqu'au coup de sifflet final, on n'a jamais gagné la partie. Alors, il y en a un qui croit ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hier, Adrien Quatennens disait sur ce plateau, on peut cette fois se payer le luxe de chasser l'extrême droite du tableau de l'élection présidentielle dès le premier tour. Adrien Quatennens, évidemment, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il pense qu'il va vous rattraper. Est-ce qu'il est une menace aujourd'hui? Il est placé en troisième homme. Et il monte, selon l'effondrement de la gauche, il pourrait arriver à, j'allais dire, nous talonner, en tout cas pour le deuxième tour. Mais à ce moment-là, la responsabilité, quand même, elle serait celle d'Éric Zemmour, qui aura provoqué lui-même la division du camp national et qui aura permis à l'extrême gauche de venir soit menacer cette deuxième place, soit talonner Marine Le Pen pour le deuxième tour. Bref, cette responsabilité, elle est quand même historique. Et moi, j'en profite d'appeler ces électeurs que je connais pour beaucoup, de bien réfléchir. Je pense que la candidature Zemmour aujourd'hui ne sert à rien. Il faut aller au vote utile. Et le vote utile du côté patriotique, c'est Marine Le Pen, qu'on le veuille ou non. Voilà, elle est la mieux placée. Monsieur Zemmour est parti en campagne en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner. Pour l'instant, il fait la moitié des voix que nous sommes en mesure de faire. Je pense que c'est à lui. Pourquoi il baisse de façon continue maintenant depuis quelques... Parce que je pense que voilà, le peuple ne se reconnaît pas dans la façon dont il aborde un certain nombre de problèmes. Et il est un polémiste de talent, un écrivain de talent. Mais je pense qu'en politique, il n'est pas à sa place. Il a oublié le peuple. Oui, il ne doit pas beaucoup lui parler quand je vois les réactions qu'il a par rapport à un certain nombre de choses. Par rapport à quoi? Par rapport à l'immigration, par rapport aux réfugiés. Moi qui suis maire de Perpignan, j'ai tout de suite vu la formidable émotion que suscitait ce conflit au cœur de l'Europe. Manifestement, lui ne l'a pas vu. C'est là qu'on voit qu'il est assez déconnecté de la réalité du terrain. Alors, l'électorat populaire, il vous est disputé par Jean-Luc Mélenchon, justement. Et écoutez ce que disait le même Adrien Quatennens hier sur Marine Le Pen, candidate des riches. Oui. Je pense que dans l'électorat de Marine Le Pen, il y a des gens qui sont perdus, qui en effet souffrent et qui se trompent de colère aujourd'hui. Madame Le Pen, c'est l'autre candidate des riches, faut le dire. Elle a renoncé à la retraite à 60 ans. Regardez son programme économique et fiscal. C'est une sorte de macronisme repeint en bleu marine, voilà. Une sorte de macronisme repeint en bleu marine. Écoutez, ça fait partie, ça, comment on appelle, du leitmotiv systématique de l'extrême gauche par rapport à Marine Le Pen. Et puisqu'il parle de riches, il faut regarder les patrimoines et regarder celui de Jean-Luc Mélenchon par rapport à celui de Marine Le Pen, par exemple. C'est pas tout à fait un pauvre Jean-Luc Mélenchon dans cette élection. Et je veux dire, il qualifie assez les autres d'une manière péjorative. Il ferait bien de se regarder lui-même. Moi, je pense au contraire que Jean-Luc Mélenchon est l'un des meilleurs alliés du système depuis le début et qu'aujourd'hui, il est, j'allais dire, le fort en gueule de cette élection, mais qui n'a jamais mené à rien. Alors que c'est pour gouverner la France qu'on discute demain, et c'est pour redresser le pays, pas pour faire de l'agitation et de la communication politique. Un mot de la proposition d'Emmanuel Macron, donc l'autre candidat des riches, ce qu'on déduit de la déclaration d'Adrien Quatennens. Emmanuel Macron qui propose un donnant-donnant pour le RSA. Un bénéficiaire devrait donner sous forme de formation ou de travail, d'emploi, 15 à 20 heures. Et l'objectif, ça n'est pas punitif, a dit Jean Castex hier soir sur TF1, c'est positif, parce qu'en plus, la France crée des emplois, il faut qu'ils en profitent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Sauf qu'il enfonce des portes ouvertes, car ce devrait être déjà le cas. Oui, mais un titulaire du RSA, on si devrait ça ne l'est déjà... pas encore. Oui, d'accord, mais c'est facile d'arriver 15 jours avant l'élection en défonçant une porte ouverte, en disant « il faut que ». Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans? Pourquoi ils ne l'ont pas mis en place? Donc encore une fois, on est dans la communication et on n'est pas dans l'action. Bien sûr qu'un certain nombre... Et vous êtes d'accord sur le fond avec cette position? Ça va de soi. Il y a en France il découvre la Lune, c'est ce que vous dites. Oui, il y a une inadéquation entre les offres d'emploi et la demande. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas très bien, par exemple, ce que font les régions, ce que proposent les régions. Or, il faut adapter les formations aux offres. Et précisément, ce n'est pas fait. Donc, il y a sûrement un effort majeur à faire en la matière. Avec qui gouverner, si Marine Le Pen était élue? Il y a une forme de paradoxe dans cette campagne, c'est-à-dire qu'elle est forte dans les sondages et elle semble assez seule. Avec qui gouvernera-t-elle? Écoutez, elle a dit qu'elle ferait un gouvernement d'union nationale. Avec qui? Et c'est une question qui se réglera
au moment des élections législatives pour bâtir la majorité parlementaire. Quand vous êtes président... Dites-nous, expliquez aux gens qui ne sont pas dans la technique parlementaire. Ni dans quand vous êtes élu président, il vous faut une majorité au Parlement, oui. Sinon vous ne pouvez pas gouverner. Il faut aller la chercher, cette majorité, et il faudra faire un certain nombre de propositions à toutes celles et ceux qui voudront mettre d'abord et au premier plan l'intérêt supérieur du pays. Ça peut être des gens aujourd'hui LR, ça peut être évidemment des gens aujourd'hui chez M. Zemmour, mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir des gens du centre ou même de la gauche qui sont capables comment on appelle, de devenir tout simplement un gouvernement d'union nationale pour défendre... Quel genre de profil, dites-nous? Peut-être que vous discutez avec des gens, ou Marine Le Pen, du centre et de la gauche qui pourraient gouverner avec Marine Le Pen. Moi, je ne discute pas, mais vous savez, il y a une gauche patriote, chevènementiste, qui est tout à fait capable d'entendre... Qui l'incarne aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est à voir. Je ne sais pas à moi vous le dire, je ne suis non, pas, mais il faut rassurer les la Français candidate. sur... Mais je pense que Marine s'exprimera en son temps sur l'équipe qu'elle voit pour gouverner, ça va de soi, c'est pas à moi vous le dire. Mais je pense que c'est tout à fait jouable de mettre autour de la table des gens de bonne volonté qui viennent d'horizons très différents. Vous, ministre? Moi, écoutez, j'ai déjà fort affaire à un maire de Perpignan, on verra la suite. Il faut quand même des bras, si je puis dire, et de bonne volonté et d'expérience, pourquoi pas locale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience nationale autour de Marine Le Pen, à part Thierry Mariani, mais qu'on voit en entend pas beaucoup en ce moment. Écoutez, quand je vois ce dont sont capables les gens d'expérience une fois qu'ils sont au gouvernement, il vaut mieux qu'ils restent à la maison. Je préfère des nouveaux qui mènent une politique et qui réussissent plutôt que des anciens qui reviennent aux affaires pour faire du n'importe quoi. Juste un mot pour terminer, le Covid. Il y a un rebond des contaminations pour qu'il ne pèse pas sur l'hospitalisation pour l'instant. Vous avez des prérogatives en tant que maire de Perpignan, par exemple? Pas trop. Sur le port du masque sur la voie publique, si vous demandez à la préfecture. Bref, est-ce que vous pensez qu'on a levé les contraintes trop tôt? Non, je ne le pense pas. Je pense que ça fait partie, malheureusement, de ce virus avec lequel nous devrons vivre à l'avenir. Et tout simplement, les mesures qui ont été prises pendant longtemps, peut-être ont été excessives au moment où il ne fallait pas. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas toute une vie jouer sur la privation des libertés ou pas. Il y a sûrement des mesures de précaution à prendre, les gestes barrières, se laver les mains, les masques éventuellement, mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de ça. Ça a coûté déjà très cher, non seulement à l'économie française, mais aussi à la psychologie d'un certain nombre de personnes, et notamment de nos enfants dans les écoles. Merci beaucoup, Louis Alliot, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Je renvoie ce soir à un documentaire exceptionnel consacré justement à Volodymyr Zelensky sur LCI à partir de 21h dans le cadre d'une soirée spéciale. Zelensky, Poutine à partir de 20h dans